Une personne? Ok, peut-être plus. Très rapidement. Donc EcoProd est un collectif qui regroupe aujourd'hui 9 partenaires que vous voyez sur l'écran. On a lancé cette initiative il y a maintenant 10 ans pour essayer d'aider la filière de l'image à réduire son impact écologique. Vous verrez beaucoup de choses sur notre site, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. On a beaucoup travaillé sur le périmètre des impacts en matière de CO2 et chemin faisant, eh bien, on est arrivé aujourd'hui à la biodiversité et comment est-ce que les tournages en milieu naturel, quel que soit le type de film, publicitaire, institutionnel, documentaire, fiction, etc., toutes les équipes qui sortent dans des zones naturelles, parfois des zones sensibles, comment est-ce qu'ils impactent cet environnement et qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà être conscient de ces impacts et comment faire pour réduire ces impacts. Donc c'est vraiment un vaste sujet. On l'a un petit peu débroussaillé en juin à l'occasion du festival de Deauville Green Awards lors d'un atelier où Guillaume justement était présent. Je vais vous présenter nos invités bien sûr dans un instant. Et donc on s'est rendu compte qu'effectivement c'est un vaste chantier qui nécessite une mécanique collective, déjà une prise de conscience et puis des solutions qui peuvent se trouver à plusieurs, jamais seules évidemment. Alors, donc je vous présente nos invités de ce matin. Donc Guillaume Allaire qui est mandaté par notre collectif pour conduire la démarche biodiversité et tournage extérieur. Guillaume est réalisateur, il enseigne à EMC Cinéma. Il est en charge également d'une démarche d'un projet qui s'appelle Wild Frame, Zéro Impact, et il l'expliquera lui-même tout à l'heure. Et donc, il a mené une expérience pour EcoProd en profitant d'un tournage qu'il avait programmé en baie de Somme pour ouvrir les antennes, écouter, observer et mettre en place des choses. Donc, il nous dira un petit peu ce qui a été observé, obtenu et ce qui est plus difficile. Je vous rappelle qu'à 12h15, Guillaume rentrera plus dans les détails de ce qu'il a vu et constaté, trouvé ou pas trouvé, lors d'un atelier qui démarrera à 12h15. Mais là, c'est pas technique, c'est plutôt, on essaie d'être, quand même faire un panorama. Notre autre invité, donc Marin Rosenstiel, qui est responsable de la commission du film de l'Occitanie. Ces commissions du film, évidemment, ont un rôle très important à jouer dans toutes les démarches, évidemment, administratives et stratégiques, mais maintenant, avec la biodiversité, c'est vraiment le network sur lequel on peut s'appuyer pour transmettre des choses. Voilà, donc je propose de commencer par une vidéo de 2 minutes d'un scientifique ornithologue avec lequel Guillaume a travaillé en baie de Somme, parce que comme je vous le disais, on ne peut pas être seul dans ces problématiques. Donc en fait, il a été accompagné par cet ornithologue qui est responsable du parc ornithologique de la réserve naturelle de Mercanterre, juste pour lancer le débat. Il peut être aussi bien dangereux que totalement inoffensif. Ça dépend comment celui qui va subir va le recevoir. Et celui qui va le subir, c'est l'oiseau, c'est la plante, c'est l'insecte. Et ça, il va falloir le comprendre. Chaque cas de figure, chaque lieu est différent. Et ça, il faut l'expérimenter. Seule l'expérimentation va le permettre et le comportement de l'animal. On va voir tout de suite comment va réagir les stationnements d'oiseaux ou de mammifères avec un drone. Le fait du bruit n'est pas forcément un critère. Le bruit qui ne représente pas un danger est inoffensif pour l'animal. J'allais dire qu'il est même rassurant. Il faut avoir l'humilité d'expérimenter les choses et de voir la réaction. Et d'avoir avec soi un éthologue, un naturaliste, qui va être avec vous et qui va vous dire ben là ça va, ça se passe bien. Les oiseaux sont en toute quiétude, il n'y a pas de danger. Ah, là on voit, il y a eu des petites inquiétudes par le comportement, par l'attitude de l'oiseau, une tête dressée.
c'est potentiellement un danger. Un décollage, surtout pas, surtout pas. Il faut surtout penser qu'ils ont un cerveau et que chaque cerveau est différent. On va trouver la ressource, trouver les personnes ressources et ensuite travailler ensemble avec une grande ouverture d'esprit. Le point commun, c'est le respect du lieu, le respect des espèces. Il est important aujourd'hui d'intégrer cette... Voilà, donc une petite introduction par Philippe Carouette. Guillaume, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu as fait en Blackson, comment ça s'est passé? Alors, juste déjà pour préciser, moi je suis réalisateur, je ne suis pas du tout un scientifique. Et la démarche qu'on mène aujourd'hui avec EcoProd et que j'essaye de transmettre dans les écoles de cinéma, c'est d'allier en fait nos protocoles de travail très techniques, très artistiques, dans des terrains où l'expertise se fait par des gens qui sont, comme on l'appelle, des scientifiques experts, qui sont des gestionnaires de territoire, qui sont des gens qui connaissent la biodiversité locale. Il faut partir du principe qu'une équipe de tournage ne connaît pas la biodiversité locale, ou très peu. Parce qu'on nous envoie dans des lieux qu'on n'a pas repérés, on a de moins en moins de repérages. Donc la démarche que j'ai menée, c'est de monter quelque chose d'assez inédit, bizarrement dans le métier. C'est d'emmener les élèves en classe de cinéma, en BTS par exemple, de les sortir dans la nature, déjà pour se confronter à la problématique de tourner dans la nature. Les équipements ne sont pas les mêmes, il faut gérer des progressions, il faut gérer de la survie, il faut gérer le climat, il faut gérer pas mal de facteurs qui permettent de mettre en œuvre nos équipements. Mais aussi arrive cette notion de visualiser, d'avoir conscience qu'il peut y avoir un impact sur des choses qui ne sont pas évidentes. Et il y a des choses qui sont très visibles. Quand vous allez sur les oiseaux, par exemple, bah oui, les oiseaux, vous les voyez décoller si vous arrivez un peu trop bruyamment, oui, ils vont décoller. Mais il y a aussi des espèces qui sont très peu visibles et qui, elles, vont être impactées ne serait-ce que par notre présence, mais aussi par le bruit qu'on provoque et par des attitudes liées à notre métier de tournage, par exemple des mises en lumière la nuit, des survols de drones, des groupes électrogènes qui vont tourner de nuit, par exemple, qui vont créer des impacts sonores très dérangeants. Et en fait, on va provoquer des impacts un peu sans le savoir. Pour la petite anecdote, là on a tourné en baie de Somme, bon, c'est un territoire assez visible, c'est assez simple, il y a beaucoup d'experts, mais juste avant on tournait un stage sur les loups. Les loups, on ne les voit pas. Eux, ils nous voient très bien, mais nous, on ne les voit pas. Et autour des loups, il y a tout un biotope sur lequel nous, on va progresser. Et il y a des moments où on peut progresser sans créer d'impact, et d'un seul coup, l'expert qui était avec nous, le gestionnaire du secteur, me dit « Ah, attention, là, il y a une espèce qui est en nidification, qui est en migration, qui par exemple, fait de la nidification au sol. Faites attention où vous mettez les pieds, faites attention où vous posez vos caisses. » Enfin, identifier le territoire. Et là, c'est une démarche assez nouvelle. Vous voyez, déjà, tourner dans la nature, c'est nouveau en termes de pédagogie, mais il va falloir aussi rentrer cette notion de dialogue avec les experts, être à l'écoute de ces experts, essayer de les comprendre. On a aussi une démarche pédagogique pour commencer à comprendre un peu c'est quoi un biotope, c'est quoi un gestionnaire de réseau, enfin la partie administrative, comment ça se gère. Et ce qu'on a vu avec Philippe Carouette, ce qui était très intéressant, c'est que eux ont besoin de savoir comment nous on travaille. Là, par exemple, on a proposé de lui montrer un cable cam, c'est une caméra qui se déplace sur un câble pour remplacer un drone. On était très fiers d'arriver devant Philippe en disant on a la solution. Et il a regardé, il m'a fait non. Parce que ton câble là, si tu le laisses la nuit, il y a une petite chouette dans notre parc qui s'appelle la chevêchette, qui elle chasse entre les arbres la nuit. Elle ne sait pas que ton câble il est là, elle n'a pas une bonne vue. Bizarrement pour une chouette, la chevêchette n'a pas une bonne vue. Elle va se foutre dans le câble. Elle ne l'a jamais vu ton câble. Vous voyez, on a intégré cette notion en disant ah ok, c'est bien, mais la nuit on enlève le câble. On a appris quelque chose. Et il y a plein de petits éléments comme ça que j'essaie d'expertiser, de dénicher, de tester sur le terrain pour voir ce qui marche pas, et surtout comment on l'intègre dans un dialogue entre nous, équipe technique, et les gens gestionnaires sur le terrain. Voilà, ça c'est le point le plus important. J'avais une question pour toi. D'ailleurs, on en avait parlé. Tu me disais qu'on n'est pas évidemment les plus gros pollueurs de la planète, ça c'est sûr, mais
on a accès à des zones sensibles. Donc en une demi-journée de présence, on peut faire du dégât. Oui, ça j'essaye toujours de déculpabiliser le métier en disant que le secteur audiovisuel et cinéma n'est sûrement pas le plus grand pollueur de la planète. On est même assez ridicule. Comparé à des secteurs comme le BTP, comme l'énergie, comme les mines. Ces grandes industries internationales ont quelque chose que nous on n'a pas. C'est qu'ils ont des organismes qui gèrent leurs problématiques environnementales. Je pense par exemple à la CDC Biodiversité qui a créé un système qui s'appelle le système de compensation écologique qui, typiquement on l'a tous vu, c'est quand on construit une autoroute, on va construire des ponts sur l'autoroute pour faire passer les animaux. Ça, c'est ces entreprises-là qui gèrent, expertisent le problème environnemental, mais aussi gèrent la partie financière de ce problème. Dans notre secteur à nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé de se débrouiller entre productions, avec des productions plus ou moins sensibilisées au problème. Il y en a qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils ne savent pas, et qu'au niveau financier, ils ne savent pas comment le gérer. Parce que tout ça a un coût quand même, il faut bien le mesurer. Et c'est un peu là où il va falloir faire évoluer les choses au niveau législatif, administratif, pour qu'il y ait un consensus sur l'importance de cette démarche. Et je pense que les premiers, au-delà des ministères, au-delà des organismes, ceux qui peuvent vraiment nous aider, qui commencent à arriver un peu dans cette démarche, ce sont les diffuseurs, qui sont très responsables, c'est eux qui sont en dernière ligne, c'est eux qui envoient les sujets qu'on fabrique. Si on arrive à créer une démarche, un dialogue entre diffuseurs, producteurs et nous, gens de terrain, avec en plus la pédagogie en amont, je pense que là on peut arriver à quelque chose de constructif assez rapidement, mais on a besoin de nous. Guillaume, tu me disais que ce que tu as observé, c'était sur plutôt, là, en l'occurrence, dans le cadre de cette expérience, les oiseaux. On ne parle même pas de végétation, qui est un monde encore différent, mais là où c'est quand même important de souligner quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément 1% d'impact qui nuit gravement à une espèce, mais le problème c'est que 1% par-ci, 1% par-là, plus les accidents et plus les pollutions et plus les intempéries, etc., ça fait quand même beaucoup de pourcents qui s'ajoutent et qui à un moment donné peuvent mettre en péril carrément une espèce animale. Alors on a quand même un levier important et on est assez unique dans les secteurs professionnels, c'est que nous on est fabricants de contenu média. C'est notre ADN, c'est notre métier, on a appris à faire ça. Même si on est peu impactant, le fait qu'on puisse montrer aux citoyens, à tous les spectateurs, qu'on prend ce problème-là à bras-le-corps et qu'on apporte des solutions et qu'on les montre, qu'on leur dit regardez ce qu'on fait, quoi. Déjà, on va toucher beaucoup plus de monde qu'un fabricant d'autoroute qui lui le montre à personne. Nous, on a cette capacité-là. Donc, jouons aussi avec ça, avec ces leviers-là. C'est peut-être notre meilleure arme pour essayer de lever un peu les consciences et de dire attention, ça commence à être important. Parmi les impacts que tu as évoqués, lumière, poids du matériel, piétiner, des nids, etc., n'oublions pas les mégots. Alors donc c'est quand même une profession qui dégage beaucoup de mégots qui partent dans la nature, les déchets. Quoi d'autre? Tu m'avais parlé aussi des pneus qui peuvent transmettre des espèces invasives, etc. Je serais tenté de vous dire qu'il y a des niveaux d'importance. Effectivement, jeter sa cigarette en pleine nature, c'est pas bien. L'impact est petit. Il est là, mais il est petit. Par contre, il y a des impacts qui sont a priori assez invisibles et qui sont très très graves. Que tous les tournages font. On en a un devant nous, là maintenant. Le voilà, il est là. Il n'y a pas un tournage où on ne distribue pas des bouteilles d'eau. J'en connais pas. Le pire, c'est que, encore celle-là, elle est grande, mais pour faciliter la chose, on met des bouteilles d'eau, des petites, qu'on met dans la poche, machin. Alors il y a des gens qui essayent de les ramasser, bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est sauvage, quoi. Mais derrière chaque tournage, je vois des bouteilles d'eau qui traînent à droite, à gauche. Ça, c'est un poison toxique. D'ailleurs, je vous invite même à ne plus l'utiliser parce que
pour ordre de grandeur, et c'est pas moi qui le dis, c'est la communauté scientifique, on avale à peu près 5 grammes de plastique par semaine. 5 grammes de plastique, c'est une carte de crédit. Vous imaginez, vous ingérez toutes les semaines une carte de crédit. Je pense qu'au final, ça va faire du mal à la civilisation humaine, hein, j'en suis à peu près persuadé. Mais on a des solutions, on a des plans B qui sont possibles. Et comme moi je travaille beaucoup dans le milieu expéditionnaire, je vais chercher des choses qu'on emmène en expédition parce que on va prendre le truc qui marche. Quand vous partez en haut de l'Everest, vous emmenez des choses qui fonctionnent. Et on a des outils, comme ça par exemple, qui sont des vraies gourdes, celle-là c'est la plus petite, hein, qui sont faits avec du matériel de laboratoire, donc c'est pas du plastique dégradable. Vous pouvez même le jeter dans la nature, il ne se passera rien. Et en plus, c'est un objet qui est plutôt beau, qui est plutôt sympa à voir, c'est pas un objet qu'on va jeter. Et ce que j'essaie de faire passer comme message à nos producteurs, c'est de dire, réfléchissez 2 secondes. Si vous utilisez ce genre de gourdes qui sont très, très expertisées, et dessus vous mettez le nom du film ou le nom de la prod, imaginez cet objet si les équipes de Star Wars l'avaient utilisé. Le prix de ça aujourd'hui, ça serait un objet totalement collector. Donc, il faut jouer un peu sur tous les leviers, c'est dire, ok, on va faire un effort, mais cet effort-là peut être aussi bénéfique pour la promotion du film qu'on va faire. Et il y a plein d'outils comme ça qu'on peut utiliser qui sont médiatisables. Et on peut en parler au plus grand nombre. Le spectateur va dire, ah tiens, c'est sympa leur truc, je vais faire pareil. On fait de la pédagogie. C'est pas uniquement pour nous, c'est que comme on est genre de médias, profitons de ce fait pour faire de la pédagogie au niveau du grand public. Super. Est-ce qu'on passe la petite vidéo de Juliette Flamand ou pas? Je peux présenter juste ouais. la vidéo prochaine. En fait, on a fait une opération qui s'appelle Wireframe Zéro Impact, que je fais avec des élèves d'école de cinéma, là c'est l'EMC, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre le problème à la racine. Et la racine, c'est les jeunes qui vont rentrer dans le métier. Si eux, ils sont informés, ils vont être des leaderships dans les productions. C'est eux qui vont porter le message. Ça sera beaucoup plus simple. Et eux sont beaucoup plus motivés aujourd'hui parce qu'ils sont nés avec ce problème. Donc ils le voient bien, pour eux c'est quelque chose de normal. Nous, les vieux briscards du métier, il y en a plein qui disent, ouais, bon, on verra ça plus tard, c'est fini pour eux. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont concernés et c'est important pour eux. Donc les former à ces techniques et leur dire, tu fais de l'éco-production, ça ne met pas en péril le côté artistique de ton film, ça le renforce. Économiquement, ça va le renforcer. Chaque mois qui passe, on voit bien que ça devient de plus en plus important, que les diffuseurs commencent à être un peu sensibles à ça et disent ouais, on va intégrer ça dans notre démarche. Donc, lier les deux en pédagogie, c'est important. Donc là, cette expérience en baie de Somme, c'était le 4e wireframe qu'on a fait. Il y a des gens de chez Film France qui sont venus voir. Il y a Juliette Flamand, je ne sais pas si elle est là, qui est venue nous voir en disant c'est un peu la première fois qu'on voit une expérience sur le terrain d'éco-production avec toute une mise en œuvre de tournage. Alors on a poussé le bouchon très loin. Pour vous donner un ordre de grandeur, moi je voulais faire ce tournage entièrement en véhicule électrique pour avoir un impact vraiment zéro. Il se fait qu'on ne peut pas louer des véhicules électriques pour faire un tournage. Ça n'existe pas. Soit il n'y a pas les véhicules, soit il n'y a pas les points de recharge. Quand vous faites 500 km, ça ne marche pas, un véhicule électrique, il faut s'arrêter sans arrêt pour recharger. Donc ça m'a un peu énervé. Et j'ai pris la décision de pousser le bouchon à fond, de dire ok, on va quand même faire des moyens électriques, et on a fait ce tournage-là en vélo électrique. Pour le vendeur, on a fait 70 km par jour. Il est clair que le vélo électrique sur un tournage, ça ne marche pas. C'est ce que je voulais pointer du doigt en disant il faut aussi qu'on nous donne les moyens de nos ambitions. Et que les camions Tesla pour faire du transport de matériel, en France, on n'en a pas. Ça va arriver, mais ça traîne un peu. Donc vous voyez, ça c'est le mauvais exemple, c'est le côté, oui, on n'y arrive pas. Et il y a des choses qu'on a mis en œuvre, qui marchent très bien, qu'on a testées, qui sont là sur le salon, je vais vous montrer à l'atelier après, qui sont vraiment efficaces. On passe la vidéo. Bureau d'accueil des tournages chez Dictato, c'est-à-dire que tu es chargé d'organiser les tournages en région. En tout cas, de les accompagner. Donc, comme l'aurait dit Jacques Martin ici, chez toi, voilà, en baie de Somme, 70 km² d'une richesse écologique incroyable, notamment en ornithologie. Et donc, on le voit, il y a des marées, il y a des dunes, il y a des falaises, voilà, c'est plus beau qu'un fond d'écran d'ordinateur et des paysages magnifiques, on a envie de faire des règles à tout
choix. Et justement, la question, c'est comment est-ce que c'est compatible d'être dans un endroit avec une nature si belle et avec un tournage? Comment ça se passe quand on veut tourner dans des zones telles que celle-là? Les autorisations sont quand même assez longues à avoir, ça se fait pas aussi simplement qu'on pourrait penser. Les zones dites fragiles, sensibles. Les zones fragiles, sensibles, c'est un beau terrain de jeu, mais si on n'y fait pas attention, voilà. Un jour on pourra plus venir y tourner. Ne serait-ce que parce que si on ne respecte pas ces zones-là, un jour on n'aura plus l'autorisation de venir y tourner. Qu'est-ce qui t'a particulièrement sensibilisé dans la démarche de Guillaume de faire un tournage à 0,00, peut-être un tout petit 1 à la fin, impact environnemental? Ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche, quand tu m'en as parlé, c'est que c'est faire pour prouver. Et ça va plus loin que certaines démarches qui sont déjà très bien écolo, de dire en régie on remplace les bouteilles d'eau par des gourdes et des gobelet en plastique par des gobelets en carton. Ça va plus loin que ça. Donc ça nous intéresse quand même de voir où ça va. En fait, c'est un laboratoire pédagogique en temps réel. Complètement, on est vraiment un laboratoire pédagogique en temps réel. Et on expérimente des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en tournage quand même. Donc ce qui marche en tournage reste en tournage, c'est accepté dans l'équipe. Mais ce que j'ai trouvé très amusant aussi, et très intéressant, c'est que cette démarche-là est très bien accueillie par les gens locaux qu'on croise. Nous, on teste ça en laboratoire. Et qu'en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que la population-là, c'est des gens d'école. C'est des futurs professionnels. Parce qu'il est très compliqué aujourd'hui dans la profession cinématographique d'inverser la tendance et d'expliquer à des vieux routards qui ont l'habitude de faire comme ça qu'il faut qu'ils changent de façon de travail. D'ailleurs, l'idée qui est intéressante, c'est dans les sessions Webfam, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que non seulement là, vous étiquetez des choses qui sont faisables, mais vous faites voir que c'est faisable, c'est-à-dire que c'est retransmis par image, que voilà, c'est pas juste des consignes au papier, c'est qu'on voit que ça peut être fait. Là, quand on a fait la séquence tournage de fiction, c'est vraiment une petite séquence, on a mis en œuvre le décor du train de la baie de Somme. Et là, c'était magnifique. Rien que les gens autour de nous, comme ils nous ont accueillis. C'était tout ce qu'on demandait, ils nous avaient même proposé des trucs en plus. Ils sont quand même très, très, très accueillants. Mais il y a des sujets polémiques. Quand on parle avec les pêcheurs des phoques, les regards se ferment. Les gens qui travaillent ici, qui vivent. Donc, des fois, ça s'accorde pas. Et on a le même problème dans notre métier. Quand on parle aux anciennes générations, aux gros producteurs, quand on leur parle écologie, c'est pour les autres. Il y a des... Voilà, merci, pardon, mais Marin doit partir à 11h10 et il n'a pas encore parlé, donc j'aimerais bien entendre. Bienvenue. Petite question, donc dans le cadre de votre commission de film, comment est-ce que vous gérez à l'heure actuelle les demandes en matière de tournage extérieur? Oui, alors moi je fais, on a vu le témoignage de Juliette, effectivement on fait le même travail. En quelque sorte, c'est un travail donc, de sensibilisation. On a en Occitanie environ plus de 80%, peut-être même 90% de zones rurales et d'espaces naturels. C'est une grande région de 13 départements au sud de la France, et qui forcément implique les productions qui viennent tourner. On accueille environ entre 20 et 25 films de production lourde, long métrage, séries unitaires télé qui viennent tourner dans la région. Immanquablement, on se retrouvait confronté à des zones sensibles, effectivement. Donc ça demande forcément un travail de pédagogie. Alors c'est vrai aussi que il y a beaucoup sur ces films-là, les régisseurs généraux ou des équipes de régie donc, qui préparent le tournage sont parfois pour la plupart de la région, connaissent bien leur territoire et tout, donc ont une faculté à être sensibilisés beaucoup plus fortement à l'espace naturel. Mais il y a effectivement, comme vous le savez, le cinéma est très centralisé à Paris, donc beaucoup d'équipes parisiennes qui n'ont pas forcément les réflexes, les premiers réflexes d'implantation sur des zones, sur des territoires naturels, voilà. Donc de protection de la nature, de règles à respecter. Donc en fait, notre travail il est là. Quand un film commence à vouloir s'implanter dans une zone dite sensible et naturelle, c'est de tout de suite alerter et de signaler et de faire de la pédagogie en quelque sorte en prenant des précautions très en amont par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça conditionne les repérages du film, donc ça peut avoir une incidence d'ordre artistique au sens où une réalisatrice ou un réalisateur qui va choisir un lieu peut on va dire,
flasher sur un lieu qui correspond parfaitement à sa séquence et à l'univers de son film, mais qui va être incompatible avec l'idée d'un tournage. Donc très vite, très en amont, plusieurs mois avant le tournage, il faut pouvoir trouver des alternatives et des solutions qui soient compatibles avec l'implantation d'une équipe de 70 personnes avec des camions et tout ce qu'on a dit, voilà, et une équipe de tournage, et qui ne puisse pas détériorer, impacter trop fortement et qui soit nuisible à l'écosystème local. Donc déjà, on est très vite sur des problématiques d'artistique, de trouver des solutions quand quelque chose ne peut ne pas fonctionner du tout. Donc notre travail, il consiste surtout à mettre en relation avec les instances locales. Et ça, c'est extrêmement important parce que tout le monde est libre de prendre sa voiture, de faire des repérages, d'aller sur une route et de dire « Ah ben c'est très bien, on va tourner là, on va demander l'autorisation au maire ou au département, de savoir… voilà. » Mais c'est quand même plus complexe que ça parce qu'il y a… Nous, par exemple, en Occitanie, on a le parc national des Cévennes, donc un parc national qui couvre une grande partie de la Lozère, du Gard, voilà. Et en cœur de parc des Cévennes, il y a des réglementations extrêmement strictes. Et le parc national des Cévennes, par exemple, a autorité même dans votre jardin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire décoller un drone. Il y a des zones extrêmement sensibles où c'est pas parce que c'est un terrain privé qui appartient à un agriculteur ou bien une maison qui appartient à un particulier qu'on peut faire ce qu'on veut chez soi. Le parc a une visibilité totale en zone de cœur de parc en matière de protection de la nature. Voilà. Donc pour ces questions, effectivement, les oiseaux, par exemple, les oiseaux, il n'y a pas de frontière pour les oiseaux, ils ne sont pas dans une zone bien délimitée, ils peuvent traverser une propriété privée. C'est aussi simple que ça. Donc il faut, le parc met en place, nous notre travail c'est de dire faites un rendez-vous immédiatement avec le parc national avant d'engager de façon plus approfondie des repérages plus techniques, une fois qu'on a défini une zone qui est dans l'esprit du film. Et le parc met à disposition des agents de terrain qui accompagnent les équipes pour effectivement leur expliquer sur cette période-là, par exemple, parce qu'il n'y a pas les zones sensibles, c'est pas uniquement, on ne peut pas tourner là toute l'année, c'est effectivement peut-être au printemps, il y a une nidification, il y a des animaux qui se reproduisent, et là, au mois de mai, c'est impensable. Par contre, au mois de juin, c'est peut-être envisageable. Vous voyez, donc les solutions sont parfois, c'est un peu de la dentelle, et ça demande un accompagnement beaucoup plus précis, et grâce aux agents du Parc national des Cévennes, ça permet de faire ce travail. Le parc fait ça depuis très longtemps, et c'est extrêmement intéressant, et ça fonctionne très très bien, donc en fait on peut tourner, ça n'a jamais été une contrainte de tourner dans le Parc national des Cévennes, ça demande juste plus de temps de préparation, et plus de travail de sensibilisation par rapport aux équipes de tournage. Voilà, ça c'est le bon exemple de très bonne collaboration entre des acteurs locaux dont leur première problématique c'est la protection de la nature et la préservation des espaces naturels, et une équipe extérieure, exogène au territoire, qui vient s'installer. Donc on voit fleurir, effectivement, je pense au film Seules les bêtes, vous avez peut-être vu, qui est encore sur les écrans de Dominique Moll, qui s'est tourné l'année dernière, effectivement, au cœur de parc. Voilà, il y a eu effectivement ce travail de collaboration. Ça, on est vraiment. Et ce film-là en particulier avait, je prends cet exemple, avait également appliqué les règles d'EcoProd, qui sont toutes celles de travail au sein des équipes, de recycler les déchets, d'impacter à minima les lieux de tournage et toutes ces questions-là. Et c'était dans toutes les feuilles de service, dans toutes les notes, dans la bible de tournage et tout ça. Donc on sent que je vois fleurir effectivement, et ça c'était spontanément de leur propre démarche, c'était la société Haut et Court. Donc je vois effectivement fleurir sur les différents films qu'on fait une volonté beaucoup plus approfondie de production d'appliquer les règles d'EcoProd, parce que c'est vraiment une démarche quasi militante, individuelle. Donc ça, là on était un petit peu dans un facteur, un bon exemple. En revanche, on a par exemple un territoire qui est dans l'Hérault, dans la baie de l'Hérault, derrière Montpellier, qui s'appelle le lac du Salagou, qui est un très très beau site naturel. La terre est rouge, c'est un lieu totalement dépaysant, et on a l'impression d'être en Afrique, c'est un lieu assez singulier, assez unique en France. Donc c'est un lieu très prisé des équipes de tournage. Et là, l'organisation n'est pas la même que dans celle du parc, au sens c'est une communauté de communes avec une structure qui gère un petit peu l'organisation
de la préservation de l'environnement local, mais en même temps, on ne peut pas empêcher les tournages sauvages. Et ça, c'est toujours problématique parce que on peut se retrouver, il y a des gens qui viennent tourner sans autorisation. On a eu, par exemple, un mauvais exemple, une très grosse publicité de voitures avec des 4x4 et qui ont tourné pendant 2 jours des images incroyables de drones avec des voitures qui font des dérapages dans la poussière, qui roulent au bord du lac et tout ça. Et là, effectivement, on ne peut pas mettre un agent ou un policier derrière chaque tournage, mais effectivement, ils étaient totalement hors des clous, ils n'ont pas demandé d'autorisation, peut-être le savaient-ils, ils ont préféré passer outre quelconque autorisation. Et comme on est en zone sauvage quasiment, personne ne s'en est rendu compte. Et c'est après, en découvrant les images, quand on voit la publicité sur les écrans, qu'on se rend compte un petit peu de ce qui s'est passé, parce que voilà, c'est pas... Voilà. Et ça, c'est extrêmement contraignant. Donc ce type de mauvais exemples se sont un petit peu accumulés autour du lac du Salagou, et aujourd'hui, la réglementation s'est plutôt durcie. Donc on essaye, un tant soit peu, alors nous on travaille plus à la commission du film sur des tournages plutôt ce qu'on appelle de la fiction lourde, des tournages longs, des longs métrages, des séries. Donc on est incontournable, ils passent par nous, ça nous permet de les mettre en relation avec les instances du lac du Salagou par exemple, pour pouvoir bien préparer dans le même esprit que le parc national des Cévennes. J'ai une question, combien de temps à l'avance, idéalement, on devrait s'y prendre pour éviter les surprises? Là je parle des productions, des équipes. Quand vous dites qu'il faut préalablement... C'est là la difficulté, comme vous le savez, tout ce qui est long métrage et fiction, les temps de préparation se sont réduits malheureusement. Donc les repérages, tout ce qui est repérage, parfois se font un petit peu à la va-vite. Idéalement, il faut vraiment vaut mieux anticiper. Quand on a commencé à identifier un territoire qui nous séduit et on sait que c'est en zone naturelle, 3 mois à l'avance, c'est la condition un peu idéale. Donc vaut mieux anticiper un petit peu, prendre un rendez-vous, faire un aller-retour de Paris, prendre des rendez-vous, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est de l'ordre des possibles, quitte à approfondir ses repérages de façon beaucoup plus tardive, 1 mois avant le tournage, comme c'est parfois le cas. Voilà. Donc, mais il ne faut pas hésiter à faire... voilà. Et ça c'est tout l'intérêt de passer par les commissions du film. C'est nous, on est là pour tirer la sonnette d'alarme, dire attention, à allumer les warnings, en disant attention, là on est en zone fragile, sensible, vaut mieux anticiper plusieurs mois à l'avance à une première prise de rendez-vous. Ne demande pas forcément de faire des repérages complets, parce que ça coûte de l'argent et la production n'a pas forcément envie d'engager de l'argent à ce moment-là. Mais au moins d'engager ce rendez-vous, que les responsables de site soient déjà informés du projet, ça permet d'échanger déjà par mail, voilà, et déjà de voir qu'est-ce qui va être un petit peu. Voilà. Idéalement, c'est vraiment 4 à 5 mois à l'avance. C'est vraiment la solution avant de s'engager dans des prépas plus durs et fermes, un mois et demi avant le tournage. Pardon. À votre avis, qu'est-ce que Ecoprod pourrait faire pour aider à sensibiliser un peu plus les acteurs audiovisuels? Alors moi je rejoins ce que dit Guillaume, c'est effectivement, il y a les diffuseurs, les productions, évidemment par essence, parce que la production qui est responsable, s'il y a un accident ou un impact, et on en a eu, on a eu effectivement un accident écologique, sur l'écosystème avec le film de Nicolas Vanier il y a Donne-moi des ailes, il y a 1 an et demi, c'est vraiment un accident, alors que je prends cet exemple parce que toutes les précautions avaient été prises, mais en dehors de la zone du périmètre de sécurité en quelque sorte qui avait été balisé, il y a eu un accident avec un envol d'oiseaux, et flamant rose, et ça a eu un impact sur la nidification et sur les œufs. Voilà. Donc c'est un travail à faire, et là en l'occurrence c'est quand même la société de production, les sociétés de production, au cœur des sociétés de production, ce sont toujours les régisseurs, les directeurs et directrices de production, les régisseurs et les régisseuses généraux, les sociétés de production déjà, parce que c'est eux qui vont amener un film. Et évidemment, s'appuyer en partenariat nous avec Ecoprod, on est donc membre à travers Film France, quoi, voilà, pour pouvoir tenir ce discours. C'est un discours qu'il faut tenir en permanence, harceler en permanence, en mettre en sensibilisation. Et ça, c'est pour que ça s'intègre
progressivement dans les mœurs en termes d'évolution et d'avoir ces réflexes de toutes les préconisations à prendre. C'est ce qu'on va continuer à faire. Je propose si vous pourrez rester encore quelques minutes avec nous ou pas, si vous avez des questions, on a quelques minutes pour poser des questions. Bonjour, Pervenche Beurrier, directrice du pôle Média Grand Paris. Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre justement en cas de tournage entre guillemets sauvage, comme vous évoquiez le cas de cette publicité? Est-ce que la publicité a été retirée? Est-ce que la société a payé une amende? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Non, parce qu'on rentre dans un processus judiciaire voilà, et que souvent les instances locales ne sont pas équipées pour ça, de lancer dans une procédure. Voilà, c'est un peu un raté qui peut apporter, le tournage en lui-même peut être parfois même a été vraisemblablement nuisible. En même temps, il n'y a pas de preuve de démontrer que ça a eu, voilà, je prends l'exemple de ma publicité au lac du Salagou, c'est quand même, il faudrait rentrer dans une procédure extrêmement lourde et ce sont ces instances locales sur le terrain sont des instances fragiles, qui ont des petits budgets et qui ne peuvent pas se lancer là-dedans. Ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, en plus, ça inscrit dans leur tête l'idée qu'il faut ne plus montrer des voitures. Donc du coup, alors que dans les faits, parce qu'il y a eu cette publicité avec les 4x4, du coup on ne peut plus tourner. Ils vont refuser toutes les séquences où il y a une voiture qui vient. Alors là, c'est un peu dommage parce qu'on sait que quand on fait un film, on peut quand même peut-être, si tout est bien cadré, faire arriver une voiture, définir un périmètre, c'est de la fiction, les choses se préparent en amont. Donc c'est vrai que cette pub, en l'occurrence, qui a été un tournage sauvage, a été totalement contre-productive et la réaction du site, ça a été localement, c'est de dire, du coup on interdit toutes les voitures. Voilà. Donc c'est plutôt malheureusement, ça a un côté très pénalisant, mais sur un plan procédure, on va pas... voilà. Et c'est gênant parce que ça installe aussi, je vois avec un site privé qui est la Bambouseraie d'Anduze, mais c'est un site privé, ils interdisent toutes les publicités qui ne sont pas éco-responsables. Donc on ne pourra jamais aller faire un shooting photo ou de pub de voiture dans la Bambouseraie d'Anduze, qui est un site exceptionnel de bambou, donc avec une voiture. Bon. Alors eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est un site privé et tout. Mais sur les sites publics, il commence à y avoir de fait une sorte de censure. Donc pour moi, ça pose des questions d'atteinte à la création. Du coup, oui, on n'a plus le droit de fumer dans un film, on n'a plus le droit de descendre une bouteille de whisky, on n'a plus le droit de rouler dans une voiture ou de ne pas mettre sa ceinture, de rouler à moto sans casque. Donc ça devient ahurissant. Tout ça sous des prétextes d'interdiction, de bonnes mœurs, ou je ne sais pas, ou entre autres de protection de la nature. Et c'est pour ça que si on prépare bien les choses en amont, il ne faut pas que tous ces sites qui ont autorité, voilà, commencent à se braquer. Mais sur un plan, pour répondre à votre question, sur un plan procédurier, non, c'est des procédures délirantes. Pour l'avoir connu passé, c'est très très compliqué et c'est beaucoup trop lourd et personne ne peut assumer ce type de charge. Juste pour préciser sur votre question, moi j'ai vécu un incident aussi un peu différent sur un tournage dans le parc national de Porquerolles où on tournait à Porquerolles qui est une zone très 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 sensible où le gestionnaire du parc nous avait dit surtout là les drones vous l'utilisez pas parce qu'on ne peut pas faire la publicité de la possibilité qu'on puisse utiliser un drone. Tous les touristes qui se mettent l'été autour de Porquerolles avec leurs bateaux qui font voler leurs drones dans tous les sens, on dit ça c'est très impactant, c'est très dangereux pour nous. Donc ok, on ne met pas de drone, donc on a tourné autrement, on a essayé d'autres solutions. Et quand je vois le film sortir, qu'est-ce que je vois? Il y a un plan drone qui passe au-dessus de Porquerolles. Le gestionnaire du parc m'appelle en disant Guillaume, à quoi tu joues là? Tu l'as signé quand même en autorisation, je sais pas, donc je vais me renseigner. Et là, parce que le diffuseur veut formater son émission et qui veut toujours le survol de la zone, il a demandé à la production de rajouter ce plan drone qu'ils ont acheté, je sais pas où, dans une banque d'images, sans me demander mon avis. Et passant outre l'autorisation de tournage du parc. Moralité, cette production n'a plus le droit de tourner au parc national de Porquerolles. Terminé. Et qui est impacté en plus? Moi.
Parce qu'on me dit, bon, t'as pas surveillé ton truc. Vous voyez, donc il faut vraiment qu'on travaille avec les diffuseurs. On ne peut pas faire que de la production, c'est pas possible. Il faut qu'ils soient en accord avec nous et qu'ils arrêtent de faire des choses qui ont des conséquences graves. Bonjour, moi je suis directrice de production et j'entends absolument tout ce que vous dites quant à la sensibilisation écologique. La vérité est que les délais de... Enfin, comme vous l'avez très bien dit, la préparation des films est de plus en plus courte. Nous, on est sensibilisés à tout ça, sauf que ma question c'est est-ce que vous sensibilisez aussi, enfin les commissions de films, etc., est-ce qu'ils sensibilisent aussi tous ces intervenants, enfin les acteurs avec qui nous on a affaire pour avoir les autorisations dans les parcs, etc., pour leur expliquer aussi que les délais qu'ils demandent sont parfois impossibles pour nous et que du coup on doit prendre des décisions artistiques parfois beaucoup trop en amont, ce qui détériore, disons, après la préparation. Bonjour, je travaille à Film France qui réunit le réseau des commissions du film. Pour la réponse, oui, il y a ce travail qui s'est engagé. C'est un travail vraiment sans fin parce qu'on a un changement aussi d'interlocuteur auprès de ces organismes. Il n'y a pas de réponse pour tous les territoires, c'est pas toujours la même réponse pour tous les territoires. Mais oui, il y a ce travail qui est fait de sensibilisation en priorité sur les lieux qui sont les plus sollicités. Voilà. Et du coup, ils sont un petit peu plus souples en passant par vous et il y a une aide comme ça. On aide à mettre de l'huile dans les rouages et à créer de la confiance. Voilà, c'est vraiment créer de la confiance et en termes je rebondis par rapport à l'exemple d'une pub, la conséquence, alors on ne peut pas se lancer dans un procès, lieu, par contre le décor il est complètement grillé. Et c'est le rôle de la commission du film de remonter au créneau, de reconvaincre les gestionnaires, les différentes autorités, d'accepter de nouveaux tournages. Donc la sensibilisation elle se fait auprès des professionnels, d'un travail avec des personnes comme Guillaume et d'autres qui mettent en place des solutions, enfin qui proposent, qui trouvent des solutions compatibles avec un tournage en milieu naturel et travaillent auprès des organismes. C'est un travail sans fin et on est vraiment là, le réseau des commissions du film, on a 30 sur toute la France, Hexagone et aussi les Outre-mer, et des organismes partenaires, donc collectifs Ecoprod, Eric Audience et puis tous les autres. C'est l'occasion de juste dire un mot sur les formations en fait, qu'on a lancées dans le cadre d'Ecoprod. Donc des formations qui ont démarré en juillet 2018. On en est bientôt là, le 4 février, la 5e promo qui va passer, 55 personnes ont suivi. Et c'est destiné aux directeurs de prod et aux régisseurs. Donc c'est pour l'instant sur le périmètre du CO2, etc. Mais on va intégrer toutes les conclusions de Guillaume dans ce cursus qui sera complété au fur et à mesure que les connaissances avancent. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que déjà, ces gestionnaires de territoire, experts, sont des gens qui peuvent travailler gratuitement pour nous. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts, c'est leur métier, c'est leur fonction. La grande difficulté qu'on a dans une direction de prod, et on est confronté sans arrêt à ce problème-là, c'est à partir de quel moment on peut décider d'appeler ces gens-là pour leur dire voilà la configuration qui arrive, voilà les dates de tournage, voilà le nombre de personnes de l'équipe, voilà le type d'équipement qu'on va utiliser. On sait ça généralement à la dernière minute. Et là, le problème, c'est que le gestionnaire de territoire, il dit mais non, je ne peux pas gérer une semaine, 10 jours, le fait que vous arriviez avec 20 personnes et des voitures, et des drones, et des caméras, et des travelling. Non, je ne peux pas gérer ça. Donc, c'est là où il va falloir qu'on change un peu nos protocoles de travail pour avoir une pré-information sur les sensibilités, sensibiliser déjà les gens, mais surtout essayer d'expertiser en amont par rapport à un territoire sensible, faire comprendre aux producteurs qu'il y a une démarche à faire bien avant. Tant qu'on n'aura pas installé ça, on se retrouvera toujours confronté au même problème, c'est à la dernière minute qu'on doit décider. Et ça, on sait que ça ne marche pas. Dernière question. Ah, il y en a deux. Alors, question courte et réponse courte. Bonjour, je voyais sur deux secteurs qui sont notamment, bonjour William Abello, qui sont la publicité et
les films, télé, séries ou militaires, on a en amont des prescripteurs très très clairement situés. Je me demandais s'il n'y en avait pas un effet domino à l'envers, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas aller sur les agences de publicité qui sont les prescripteurs des productions et sur les diffuseurs qui sont les prescripteurs des productions aussi, et d'informer ces gens-là et de les former surtout, puisqu'on sait très bien par exemple que les retards de préparation sont dus à un manque de casting et à des scénarios pas encore écrits sur les séries. Donc c'est pas du tout la faute des producteurs, mais des décideurs en chaîne qui eux ne savent pas, disons, gérer le temps qu'il leur faudrait pour que la préparation en production soit bonne. Et on a la même chose en agence publicitaire, où ils ne travaillent pas au niveau de leurs clients plutôt, pour les sensibiliser à tout ce qui est écologique. Par contre, il y a un gros greenwashing au niveau de chaque marque et de chaque, bien sûr, diffuseur. Est-ce que là, on n'aurait pas un tandem ou un trio à faire, des institutions, des gens qui savent comment on peut faire des films écologiques et de les former? C'est la formation, mais pas seulement des techniciens, ça c'est très important, et aussi des décideurs en amont, c'est-à-dire là où on lâche les budgets. Vous savez, on va faire une réponse courte, hein, parce qu'on en parle à l'atelier, si vous voulez, on pourra voir ça de façon un peu plus longue et claire. Mais la solution à tout ça, en fait, c'est qu'il manque dans notre secteur un poste qu'on pourrait appeler, ça commence à sortir, hein, on appelle ça l'éco-manager. C'est quelqu'un qui soit en charge de ce problème et qui puisse, de façon transversale, aller voir tous les acteurs de la composition d'une production pour lui pointer déjà les problématiques, mais surtout pointer le planning. Disant attention, ça il faut s'en occuper 2 mois avant, ça il faut s'en occuper 1 semaine avant, attention à ce que vous amenez. Il manque ce poste-là, il n'existe pas aujourd'hui chez nous. Il faut le créer. Et il faut que les instances comme CNC, comme les gens qui gèrent les plans personnels puissent intégrer ça. Pardon, et on va libérer parce qu'il y a une autre conférence qui bonjour, je m'appelle Yann Marito, je suis directeur de la photographie. Je suis très sensible à ce que vous dites et je pense que c'est très très important ce que vous faites. Mais moi je me rends compte dans les tournages que en fait, on est toujours rattrapé par la réalité et souvent pour des questions budgétaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps en préparation, que tout ce qu'on fait dans un tournage en fait répond à des choix budgétaires qui sont de plus en plus serrés et qui amènent à prendre des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour respecter la biodiversité ou des principes écologiques. Bon bref, c'est un long débat, mais sur la discussion qu'on avait là qui concerne le fait de comment tourner et respecter des lieux naturels, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à partir des commissions et des régions qui financent les productions, peut-être de légiférer entre guillemets et de dire on vous accorde ce financement s'il y a respect de la biodiversité et il y aura un contrôle à l'issue du tournage qui validera le fait que vous gardez cette subvention ou pas, parce que sinon tout ça ressemble quand même pour moi beaucoup à des très très beaux discours, mais dans la réalité je ne vois pas ça sur les tournages, on est toujours rattrapé par le concret. Alors des collectivités territoriales réfléchissent à flécher un bonus de leur aide financière sur ces critères d'éco-responsabilité. C'est le cas du Fonds de la région Île-de-France. Ils ont un stand à l'intérieur du salon, donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir pour qu'ils vous expliquent le fonctionnement. La Corse est en train de réfléchir à ça et je pense qu'il y a de plus en plus de collectivités qui s'intéressent à ça. Ils commencent vraiment sur le volet sensibilisation des professionnels de leur territoire et aussi sur ces aides financières. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir et vous avez raison, c'est aussi un enjeu, bien évidemment, incitatif. Je pense qu'il y a un mot qui est sensibilisation, c'est bien, mais ce serait responsabilisation qui ça va besoin dans notre milieu. Je suis désolée, on va devoir conclure parce qu'il y a une autre conférence. Alors, vous pouvez retrouver Guillaume Allaire à midi 15, à l'intérieur du salon, à l'atelier 1, qui vous présente ces solutions pratiques. Il y a un atelier dans l'atelier 3 qui est juste au pavillon à côté sur le tournage de Selon moi, série OCS en Dordogne aussi, en milieu naturel. Cet après-midi, on fait une conférence aussi sur les nouveaux métiers et on va parler du métier d'éco-manager. Donc, grosse journée sur l'éco-production ici et vous avez le stand d'éco-déco à l'intérieur du salon. Merci.